Alors bonjour, ici Micheline Bourque, je suis la présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. Je suis particulièrement de bonne humeur. Je suis au congrès RH 2018 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, une place qui vibre, une place où on fait des rencontres extraordinaires avec une programmation exceptionnelle. Moi, j'ai le privilège de venir à la rencontre de certains des invités au colloque qui ont écrit des livres et je suis maintenant en présence de John Husband. Bonjour John. Bonjour Micheline. John, moi je le connais maintenant depuis quelques années, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu? Ben, je suis un être humain Oui. qui a été intéressé depuis mon adolescence par pourquoi les gens font ce qu'ils font comme travail et la sociologie des organisations. OK. Et bon, ça c'est assez général. Mais avec cela, les travaux que j'ai faits dans ma vie qui touchent sur les ressources humaines, je dirais que j'ai commencé dans les ressources humaines en 82. J'étais jeune et un program officer pour la Commission des droits de la personne au Canada, qui touche sur les systèmes d'emploi, OK. le harcèlement sexuel, la discrimination basée sur l'âge, discrimination, l'équité salariale, etc. Et ça m'a donné une bonne perspective à la fois approfondie et aussi le total de les systèmes d'emploi. OK. Et par la suite, j'ai passé avec cette expérience, j'aimais pas trop le job, mais ça c'était un aspect d'être une fonctionnaire. Oui. J'ai passé à être une consultante junior chez le Hay Group, Hay Management Consultants. Et j'ai passé une quinzaine d'années avec eux. Et par la suite, je suis devenu convaincu de les changements qui m'ont amené à quitter les ressources humaines traditionnelles et aller vers, je dirais que je suis un genre de semi-amateur futurologue ou techno-anthropologue. OK. Ça veut dire, je suis encore intéressé par pourquoi les gens font ce qu'ils font et les dynamiques et la sociologie des organisations, mais il y a des couches de complexité qui sont venues depuis les 20 dernières années. Oui, c'est sûr, avec l'arrivée des technologies. On peut aussi dire que tu es coach, Oui, tu es consultant, comme tu Oui. l'as mentionné, tu es aussi conférencier. D'ailleurs, tu vas Ouais. faire un atelier ici. Et tu as écrit, puis ça, on va revenir à ton livre oui, tout à l'heure. écrit et traducteur. Et traducteur aussi. Dans tes notes biographiques, tu utilises le terme social architect. Oui. Qu'est-ce que c'est un social architect? Est-ce que c'est ce que tu viens de décrire en partie? Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus spécifique. C'est cela qui m'a amené à utiliser ces deux mots et je dirais aussi, pour ceux qui étaient ici à cette conférence ce matin, et si on regarde les topics ou les sujets de la plupart des 24 conférences, par exemple, avec l'arrivée de la technologie et surtout les 10 dernières années avec ce qu'on appelle le web interactive, on commençait beaucoup plus qu'il y a 20 ans à parler de la collaboration et il y a une traîne de noms ou de labels qui ont été appliqués à le nouveau effectif workplace. Au début, c'était Enterprise 2.0. Oui, Après ça, c'est devenu Social Business. right, Aujourd'hui, c'est Digital Transformation. right. Et moi, avec mon chapeau cynique, je dis qu'à peu près tous les 24 à 36 mois, il faut un nouveau slogan pour encore vendre de la consultation. OK. Parce que les premières 5 ans de Enterprise 2.0/Social Business, c'était surtout pour vendre les plateformes de collaboration et la formation pour les utiliser. Social Business a rentré dans ce qui s'appelle Socio-Technical Systems, OK. qui est un des grands-parents de développement organisationnel. OK. C'est le mariage de sociologie et technologie. Et moi, Social Architect, je l'ai mentionné ce matin avec Étienne Beaulieu et Julie, ça veut dire qu'on cherche depuis 20-25 ans pour qu'est-ce que c'est le rôle des personnes dans les ressources humaines. On en a parlé déjà beaucoup de business partner, change agent, coach, etc. Et c'est clair qu'encore, je crois que c'est clair,
c'est Étienne qui l'a dit, la plupart des ressources humaines, c'est des senior administrative people. Ça veut dire les gardiens des politiques, est-ce que c'est proprement appliqué, etc., etc. Mais on en parle beaucoup de sens, dialogue, ouverture, coaching. On parle beaucoup aussi depuis dizaines, quinzaine d'années de the people-centered workplace, the human-centered workplace, etc. Et je dirais que ça n'a rien à voir avec le bon outil ou la bonne solution à un tel problème. C'est d'être capable de comprendre la psychologie, la sociologie et l'opérationnel de les êtres humains en train de faire de plus en plus soit le travail de connaissance ou du travail qui pourrait être automatisé. Il y a un grand schisme entre cela parce que le travail qui n'a pas beaucoup de structure, dans lequel on cherche pour des choses, on discute, on cherche des idées, on collabore, etc. Ça, c'est relié à une absence relative des encadrements, par exemple. Et maintenant, on sait que tout le monde est connecté, alors on peut en jaser de quelque chose sur lequel on travaille avec quelqu'un qui n'est pas dans la compagnie, qui est dans une communauté sur Reddit ou n'importe où, n'importe comment. En même temps, il y a beaucoup de travail qui a été déjà informatisé, comme c'est clair que chaque fois qu'on rentre dans un magasin de détail, le travail, sauf l'échange en parole avec les êtres humains, le reste, c'est complètement ordinatisé. Et si quelqu'un qui a 22 ans, qui est derrière le cash register, veut changer quelque chose, la moitié du temps, ils ne savent pas comment. Et ils disent « the machine won't let me etc. Et ce type de travail, on peut même imaginer à un moment donné qu'il y aura des 3D avatars derrière le comptoir. Et peut-être les êtres humains seront sur le plancher. On ne sait pas parce que les êtres humains coûtent. Alors moi, je dirais qu'au lieu d'avoir des slogans technocratiques ou sociotechniques pour le travail qui s'en vient, le vrai rôle des gens, moi, j'aime pas le mot ressources, en fait, devant humaine, c'est encore très technocratique, mais c'est d'être capable de parler avec les exécutifs et les gens qui font le travail comme un architecte parlerait avec leurs clients qui ont commandé une maison et les ouvriers qui construisent la maison. Alors, les gens en ressources humaines, ils ont quasiment une responsabilité non négociable d'étudier les éléments fondationnels de travail et la psychologie et la sociologie émergentes dans cette nouvelle ère. Parce que, comme nous allons parler plus tard, avec mon mentor et votre ami Michel Cartier, la convergence et la confluence de la technologie de communication depuis 100 ans était compressée par rapport au reste de l'histoire et on arrive avec l'Internet à une rupture avec le passé connu. Et ça se passe et ça devient de plus en plus apparent tous les mois maintenant. Il n'y a rien qui est sauf d'une telle disruption. Non. Merci pour cette longue présentation du rôle de... Non, ils sont trop bien à l'aise, au contraire. Donc, un terme à retenir. Maintenant, alors, social architect social. Les ressources humaines qui devaient être capables d'expliquer avec l'attention des exécutifs. Aujourd'hui, c'est des coachs. Oui. Mais coaching est devenu, d'après moi, très formulaïque, souvent, pour des vrais coachs efficaces. Efficace, oui. Efficient, efficace, peu importe. Efficience, efficacité, efficace. Normalement, ils coûtent très cher parce que les exécutifs n'accepteront pas des formulaires de « What do you want to do? How do you want to do it? By what date are you going to do it? » Il y a beaucoup de coachs, il y a énormément de coachs, mais comme il y a beaucoup de psychologues, comme il y a beaucoup de dentistes, comme il y a beaucoup de toutes sortes, et la distribution est toujours pareille. Il y a 10% qui sont excellents, il y a 60% qui sont comme ça, médiocres,
Et il y a ceux qui sont du crap. Oui, oui, oui. Enfin, Voilà. bref. Une autre des choses qui est en lien avec ton cheminement professionnel, c'est que 15 ans passés, voire même un petit peu plus que 15 ans passés, tu as vraiment créé un nouveau mot, Un néologisme. un néologisme qui s'appelle Wirearchy, mais le En mot français, on dirait connexarchie, OK. en général. Mais j'aimerais ça que tu nous parles de ce que c'est. Qu'est-ce que Wirearchy et pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de comprendre ce concept-là? D'accord. Ben, je vais commencer par le fait que je crois que assez rapidement maintenant, mais ça a pris 20 ans, beaucoup de gens avec l'arrivée de le web Oui, et par la suite des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., les gens sont devenus conscients qu'il y a énormément d'informations, soit que c'est la bonne ou pas, ou le bon ou pas, au bout de leurs doigts. Et moi, j'étais pour un longtemps avec une grande boîte de consultants et la plupart, ou presque toutes les méthodes et les outils dans les ressources humaines, dans les organisations, ont été inventés dans le milieu du 20e siècle. Et c'est en fait une codification générique du Taylorism, OK. le scientific management. Mhm. Moi, j'étais toujours intéressé depuis l'âge de 20 quelque chose dans la sociologie des organisations, comme j'ai dit. Et je commençais, il y a à peu près 30-35 ans, à lire des futuristes sur l'arrivée de l'ère de l'information et l'arrivée du Knowledge Age, etc. Il y a Alvin Toffler avec Future Shock, Ben Power oui. Shift. Il y a John Naisbitt avec Megatrends, etc. Et c'était en train de devenir clair que ça allait être le cas. Et en plus, j'étais là quand les ordinateurs ont été introduits au Dans les travail. entreprises, Et je me c'est ça? souviens très bien, même pour une boîte de consultants, les premiers ordinateurs qui sont arrivés dans le bureau chez Hay à Montréal étaient pour les adjointes administratives et les secrétaires pour remplacer les dactylos électroniques. Exactement. C'est du traitement de texte, finalement. C'est ça? Voilà, word processors. Oui. Mais moi, parce que j'étais en train de lire et on voyait, j'avais une connaissance très vague de ce qui s'appelait ARPANET, etc. J'ai entendu parler de ce truc qui s'appelle Internet, mais j'avais déjà assez lu pour aussi croire que l'avenir allait accélérer vers l'information et qu'il y aura une compression de beaucoup de choses ou une ubiquité de les façons de éventuellement rendre l'information accessible à tout. Mhm. Et moi, parce que j'ai étudié la sociologie à l'université et les futurologues, et un des livres de Alvin Toffler, qui a été écrit en 1990, était Power Shift. Oui. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. Je relis ce livre tous les 2 ou 3 ans. Ah oui? Je tire toujours des bijoux. Et il a dit qu'en fait, il n'y a que 3 sources de pouvoir entre les êtres humains. La violence, qui est le plus cru, mais efficace, mais cru. Il y a l'argent, qui est moins cru, plus raffiné. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui te bat tout le temps, tu peux embaucher quelqu'un si tu as l'argent pour éviter d'être battu. Oui, ou faire battre l'autre. Exactement. Et troisième source de pouvoir, le plus puissant, mais le plus difficile de loin, c'est la connaissance. Mhm. Et on le voit aujourd'hui avec Oui. Donald Trump. Oui. Il est en train de mentir à tous les jours, Mhm. mais c'est puissant, Oui, absolument. et etc. Alors moi, ma tête de sociologue a commencé à dire, OK, lorsqu'il y aura des moteurs de recherche, lorsqu'il y aura des façons, parce qu'on commençait à en parler en 94, 95, quand j'ai terminé mon emploi avec Hay, et je me suis dit, éventuellement, ça va créer des shifts en pouvoir. Et j'étais déjà conscient, parce que j'étais en ressources humaines, moi je dirais que depuis le début de ma carrière en ressources humaines, qui est 82, il y avait une démocratisation
mais très lent, qui est en train de déplier. Et ça va continuer. C'est impossible. Ces nouvelles conditions d'interconnectivité et d'utiliser des images et des écrans, c'est avec nous pour le restant de nos vies. Et les bonnes nouvelles pour les ressources humaines, c'est que nous n'avons pas beaucoup fait jusqu'à date. Alors, si vous êtes intéressé ou si vous saisissez l'opportunité de vous renseigner sur toutes ces nouvelles conditions et la sociologie et la psychologie, qui est la raison d'être des conférences comme ça, vous auriez très probablement une très bonne carrière devant vous. Si vous commencez à parler comme « Oh, peut-être je vais devenir un architecte social. » Oui. Non? Oui? Mais je ne sais pas, j'essaie de suivre, de trouver la réponse à la question en lien avec Wirearchy. Donc, Wirearchy, excuse-moi. Oui. Je regardais toute cette interconnectivité et ses capacités et je me suis dit, aussi il y avait une magazine Wired qui sortait. Oui. Et la phrase qui était partout à ce moment-là, we will be living in a wired world from now on. Alors, j'ai découpé le D parce que Wirearchy, ça sonne comme hierarchy. Oui, en absolument, anglais. Absolument. Et moi, je le trouvais brillant au moment Absolument. Et j'étais dans la douche, j'ai fermé la douche, j'étais à Vancouver, je suis allé écrire le mot et le lendemain matin, j'ai écrit 2 ou 3 pages parce que j'étais déjà dans ce minding-là, c'est ça, oui. Développement organisationnel. Et en fait, c'est la base d'un de mes essais qui est encore pertinent. Et le lendemain, j'ai téléphoné à un avocat, et c'est ce jour-là, j'ai décidé de jamais obtenir une marque de commerce non plus, etc. Parce que je crois que le monde vers lequel on va, il y a beaucoup qui devaient être open source. C'est juste un mot. Moi, je me trouverais cheap si j'essayais d'être le propriétaire. Tout le monde connaît que ça vient de moi quand même. Oui. Mais qu'est-ce que c'est Wirearchy? C'est les mots archi, c'est les règles et les principes des grands systèmes sociaux. Oui. Alors, nous vivons dans un wired world et il y a des changements. Il y a des milliers d'articles sur la dissolution en puissance de command and control, l'hierarchie. Ça nuit à toutes sortes de responsabilités, etc. Et il y a le working definition, la définition qui date de 19 ans, mais ça n'a pas encore changé, malgré que beaucoup de personnes ont utilisé. C'est un flou bidirectionnel de pouvoir et autorité. Parce que c'est adult to adult dans le lieu de travail au lieu de le parent qui est le boss et l'enfant. C'est transactional analysis des années 70, mais c'est un flou bidirectionnel de pouvoir et autorité basé sur la connaissance, la crédibilité, la confiance. La confiance. La connaissance et la crédibilité. Confiance, crédibilité et des résultats. C'est ça, oui. Enabled, je ne sais pas le mot en français. Qui est permise. Qui est permise par le fait que la technologie et les êtres humains, leur cerveau sont connectés maintenant. C'est wired. Wirearchy, c'est aussi, est-ce que c'est aussi la notion de réseau? Ben oui, quand j'ai dit connecté, c'est réseau. C'est pas juste deux, c'est aussi... Et tout cela implique un genre de... Parce qu'aujourd'hui, on traite avec des tsunamis d'informations chaque jour. Et je sais qu'à cette étape-ci, il y a beaucoup de gens qui ont il y a une fébrilité psychologique. Oui. Mais notre tâche comme des êtres humains, c'est de reconnaître que il y a ces conditions-là et de faire en sorte qu'on peut nager au lieu de noyer. Par exemple, il y a un ami de moi, je crois que tu connais son nom, Harold Jarkey, qui a un cours que je crois est essentiel, que devait être offert dans toutes les écoles secondaires dans le pays. C'est PKM, Personal Knowledge Mastery. Parce que là, au lieu de juste faire son architecture pour traiter et recevoir de l'information dans ton smartphone, dans ton email, etc., lui, il t'aide à comprendre pourquoi vous pouvez sculpter une architecture pour tes connaissances, ta connaissance, ce que vous voulez apprendre, etc.
Et ça, je trouve que c'est C'est brillant. une habilité absolument essentielle parce que si on le fait d'une façon loose, farfelue, etc., il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui adorent avoir... Par exemple, moi, je suis pas tous les principes de PKM parce que il y a ce fameux messy desk. Quelqu'un sait où et tout. Oui. Mais c'est juste qu'au lieu d'être anxieux, fébrile, il faut rentrer dans le mindset que cette technologie travaille pour moi. C'est pas la technologie qui me fait travailler. OK. Voilà. Grosse différence. Alors, Wirarchy, c'est ça. C'est cette notion une de évolution. réseau, c'est une question d'être connecté au savoir, aux gens, à la technologie qui permet aussi à tout ça de Et de circuler. reconnaître qu'il y a du pouvoir qui vient de l'expertise, il y a du pouvoir qui vient de la participation et l'engagement, parce que beaucoup de travail bénéficiera s'il y avait, on sait tous dans le domaine des ressources humaines que les taux d'engagement sont très bas. Et une des raisons pour ça, c'est cette rigidité de les structures d'antan. Ben oui. Donc, Et le les boss top-down, qui sont puis encore c'est ça. command and control. C'est fascinant de voir comment aussi vite les gens peuvent changer leurs attitudes si on les écoute, si on les inclut, Mhm. s'ils se sentent vraiment écoutés. Interpellé, c'est ça. Et là, l'énergie, how do you say, unleashed ou Il est lâché, justement. lâche, Et- oui, et- est euh, magnifique. Donc, John, toi, tu as choisi, alors tu as rêvé de ce mot, tu l'as créé. Ça venait avec un sens. Le problème, c'est une fois que je l'ai conçu ou pensé, je ne pouvais pas le déconcevoir ou dépenser. Ça a été quelque chose, un moment marquant pour toi. Ouais. Mais tu as choisi de publier quand même un petit livre, un petit Oui. e-book qui s'appelle Wirarchy. Et tu l'as fait aussi justement dans le sens de la collaboration. Tu as été chercher différents collaborateurs pour arriver à expliquer l'univers du travail aujourd'hui. Est-ce que je le décris bien? Absolument. Et en plus que ça, cela, c'est un petit groupe en Slack, Oui. le logiciel Slack. Ce groupe existe là depuis 7 ou 8 ans probablement. Et c'est tous des amis, des collègues, mais c'est des gens connus autour du monde pour leur angle sur le travail dans cette ère interconnectée. Il y a Harold Jarkey, Oui. il y a Luis Suarez qui était chez IBM et il a une vidéo sur YouTube. Il est renommé pour quelqu'un qui en 2005 a éliminé le courriel de sa vie. OK. Ah oui, Et oui, c'est oui, encore oui, le oui. cas. Wow, wow. Et il y a Valdez Krebs qui est le pionnier, le grand-père de ce qu'on appelle Organizational Network Analysis. C'est de créer des cartes visuelles des réseaux OK. dans l'organisation. OK. Il y a Richard Martin, qui est un auteur d'un livre qui s'appelle The Neo-Generalist, parce qu'on parlait beaucoup dans les ressources humaines depuis 20 ans aussi de boundary spanners, OK. des gens qui sont capables de travailler dans un silo ou un autre. Oui. The Neo-Generalist, c'est une formalisation de cela. OK. Qui d'autre? Jane McConnell, Oui, qui oui, a oui. le meilleur de loin enquête, qui date de 10 ans maintenant, sur le Digital Workplace and Digital Life. OK. Mais Mais de toute façon, les gens pourront aller sur ton site. Je pense qu'il est disponible à partir Oui, de oui. ton site. C'est Exactement. johnhusband.com. non, c'est wirarchy.com. Wirarchy.com. Excuse-moi. As-tu un site, John? Pas Non, encore. excuse-moi. OK. Alors, wirarchy.com. Ils peuvent l'obtenir par là. Donc, vous allez avoir la possibilité de lire ce livre-là et de vous familiariser avec ce concept qui rayonne maintenant, grâce à toi, un peu partout dans le monde. Grand penseur que tu es, grand lecteur, un homme extrêmement connecté toi-même. Tu es maintenant au Québec depuis plusieurs années. Tu Oui. es Canadien de l'Ouest, je Oui. pense. Ben, je suis américain Ah, tu es américain, d'origine. c'est vrai, tu es américain. Et j'ai Non, non, tu es vécu, Canadien, j'ai vécu tu es un dans Canadien. 7 provinces. Tu as vécu dans 7 provinces, au Québec depuis quelques années, et tu es réseauté vraiment planétairement. Tu as fait des conférences dans différents pays. Oui, et un peu hors de ce truc aussi, il y a par exemple quelque chose dont je suis assez fier, c'est beaucoup de monde connaît la SAT ici à oui, Montréal. Oui, Et à un moment donné, la SAT n'était pas la SAT d'aujourd'hui, c'était juste un tout petit bureau, etc. Et un de mes grands amis, un homme qui s'appelle René Barcelot, qui m'a introduit à Michel Cartier,
a été le numéro 2 à la SAT. On s'est rencontrés à Banff à une conférence sur les artistes numériques et la collaboration. Et bon, finalement, j'ai travaillé un peu pour la SAT en tant que consultant ou stratège pour écrire, après des entrevues et tout cela, la vision de ce qui est la SAT d'aujourd'hui. Ah, OK, bravo. Et c'est quasiment ce que c'est. OK. Alors, c'est un document qui a été écrit pour Industry Canada, OK, etc. OK. Mais j'ai beaucoup agi depuis 15 ans aussi dans le domaine des arts et la culture. OK. Une des choses qui est importante pour moi, puis j'aimerais vraiment prendre l'opportunité pour en parler, c'est que toi, tu es, comment je dirais ça proprement, tu crois vraiment que Michel Cartier est un homme qui a un savoir qui mérite de rayonner internationalement. Il le fait déjà. Et tu as publié avec lui, en collaboration avec lui, un autre livre qui s'appelle La société émergente du 21e siècle, The Emergent Society of the 21st Century. Ça fait déjà quelques années de ça, mais tu es toujours en lien avec Michel Cartier, puis j'aimerais ça qu'on parle de Michel Cartier. J'irai plus loin avec ta description de Michel Cartier. Son père était un typographe. OK. Son grand-père, je crois, était un conteur dans des camps de bûcherons dans le nord de Québec. Et le nom Cartier, bien sûr, Cartierville. Et Michel est aussi, je crois, un quart montagnard. Ah oui, OK. Alors, on sait très bien que beaucoup de Québécois ont des origines autochtones, oui. Voilà. Oui. Et comme jeune homme, Michel, les jeunes, dans les années 50, 60 peut-être, au Québec, se sont rencontrés les fins de semaine dans les square dances dans le sous-sol d'une église. Oui, oui. Il y avait toujours un caller qui callait les danses. Oui, oui. Michel était un caller. Mais il avait une passion fondamentale pour la musique folklorique de Québec. Par exemple, un de ses compagnons pendant ce temps-là était Tijan, je ne me souviens plus. Carignan? Oui, voilà. OK, OK. Qui était sourde. Ah oui. Mais le fiddler et ces deux-là ont fait beaucoup. Mais par la suite, Michel était le fondateur de Les Feux Follets, qui était une troupe de danse folklorique avec un renommé autour le monde. Oui. Ed Sullivan Show, La Reine Élisabeth, etc. Et il est devenu, comme son père, un typographe. Et plus tard dans sa vie, quand il a commencé à être professeur, sa domaine était l'utilisation par les êtres humains depuis le début de l'histoire des signes et des symboles pour créer le sens. Ah, okay. Alors, ça veut dire les hiéroglyphiques, l'alphabet, les paintings, les tout. Et il a suivi tout cela. Par exemple, je vois qu'il y a l'université TELUC maintenant. Oui, oui. Lui, il était le fondateur de cela quand il était à UQAM. Mais anyway, entre le fin de Les Feux Follets, que je crois que ça existe encore, mais il a été aussi demandé par Meilleur Drapeau d'être le concepteur, designer et le gestionnaire de les cérémonies d'ouverture de Expo 67. OK. Et là, il a travaillé avec Buckminster Fuller. Alors, ça veut dire, comme un homme de 40 ans, il était déjà assez reconnu. Il était aussi dans le même rôle comme concepteur, designer, chorégraphe et operational manager de les cérémonies de clôture des Jeux olympiques. Si vous vous souvenez, les tipis avec les 5 nations, c'est Michel. Par la suite, il est devenu professeur de communication et nouveaux médias. Et lui et moi, non seulement avec ce livre-là, mais comme tu sais, il y a aussi un site web qui s'appelle deuunsiècle.com, qui est... Michel est mort, il n'est pas mort, mais il est vieux. Il est âgé, là, c'est ça. Il va disparaître à un moment donné. Et ce site-là est sa legue. Oui. Alors, j'aimerais juste rappeler le site, c'est le 21e siècle, finalement. 2-1-X. Non, 2-1-SIE-CLE.ca. Voilà, 21e siècle.com. Et finalement, ce livre-là, tu m'en avais parlé, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc,
c'est comme un livre vivant, finalement, ce livre-là. Là, c'est sûr qu'il publie moins, mais pendant des années et des années, il a nourri ce site-là qui devient un site pour nous expliquer how the world is, un peu. La mission de ce site-là, c'est de nous expliquer comment l'évolution, avec l'arrivée des technologies, avec la communication, comment on en arrive dans un nouveau mode, là. Oui. Oui, exactement. Pour moi, il y a un grand défi parce que c'est connu, je crois maintenant, que relativement peu des gens passent beaucoup de temps à lire sur l'écran. On ne lit pas comme on lit avec un livre. Non, c'est sûr. C'est skim reading, etc. Oui. Et le problème, c'est que c'est un site très lourd d'informations. OK. Et surtout, moi, je trouve que c'est comme un casse de treasure chest. Oui, un trésor. Énorme. Ouais. Parce que il a chroniqué avec des dates tous les grandes inventions, arrivées des concepts, les dates, d'où ça venait, etc., pour arriver à des ordinateurs, pour arriver à toutes sortes de choses. Alors, c'est la recherche et le bibliographie est énorme. Et en plus, la vraie spécialité et son amour, sa passion, c'est de créer, tu l'en as vu, ce qu'on appelle des concept maps ou des schémas qui expliquent dans un schéma quelque chose qui prendrait 50 pages à expliquer. OK. C'est parce qu'il crée un portrait, par exemple, de comment tout va ensemble ou qu'est-ce que c'est le résultat d'une telle dynamique dans la société, etc. Et tout cela, la chose qui me touche le plus, et moi je suis son chercheur et son traducteur, et son protégé, je dirais, s'il me permettrait. Mais il a fait tout cela, ça a commencé il y a 6 ans, pour être utile à informer le gouvernement du Québec sur le plan numérique. Et il était presque complètement ignoré. Wow. Parce que il y a très peu de politiciens encore qui même savent qu'est-ce que c'est. Oui, exactement. Etc. Mais c'est quelques 100 pages sur le web. C'est comme un master's seminar pour vous. Mais la dernière chapitre 9, c'est un nouvel modèle de société. OK. Et c'est exactement dans le zeitgeist d'aujourd'hui parce que c'est dans sa vision beaucoup plus inclusive et participative sur la part des citoyens. OK. Alors, Michel Cartier, un nom à ne pas oublier. Voilà. Toi-même, tu es protégé. Tu as tout traduit, le site web. Je pense. Est-ce qu'il est disponible maintenant en anglais ou ça s'en vient? Moi, je suis en train de réviser des phrases. C'est la fin de ce processus-là. Donc, Michel Cartier, un homme avec un savoir qui suscite des discussions partout dans le monde. Pour moi, c'est un trésor national pour le Québec. Ouais. C'est une des grandes têtes de l'histoire. Peut-être conclure sur qui va apprécier visiter ce site-là, qui va vraiment triper sur ce site-là. Mais comme j'ai dit, c'est lourd, il y a beaucoup à lire. N'importe qui veut comprendre un peu ce qui se passe, parce que, bien sûr, il y a une perspective politique, parce qu'il parle très souvent de les effets néfastes du capitalisme. Il parle assez souvent du fait que autour du monde, la plupart des gens ont perdu confiance dans les leaders, les politiciens. Ça, c'est vrai. Oui. On reste avec des choix qui sont nuisibles, etc. Mais, et en fait, lui, il dirait aussi une chose que je crois est une force, c'est que surtout, son travail ou notre travail, c'est une synthèse d'autres penseurs, d'autres synthétisateurs, ou however you say that. Et la chose, un de mes amis m'a dit aussi que une des grandes forces de Michel Cartier, c'est, et je crois que tu l'as rencontré, tu l'as vu à Creative Mornings, c'est que c'est un vrai Québécois
québécois. Il parle et il écrit dans des phrases qui pourraient être comprises par quelqu'un qui n'a pas complété l'université, qui vit à Bécomo. OK, je comprends. C'est des phrases simples, c'est des mots simples, mais c'est une œuvre, pour moi, sans exagération. Et une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé à Montréal, c'est un des plus grandes possibilités, privilèges de ma vie d'avoir été capable de travailler avec lui. Regarde, salutations à Michel Cartier. Merci beaucoup, John Husband, d'être passé nous voir. Donc, vous n'oubliez pas Hierarchy. Vous pouvez aller sur le site hierarchy.com et acheter le livre. Et évidemment, siècle.com, le monument de Michel Cartier, une place de réflexion avancée sur comment le monde évolue. Donc, merci beaucoup, John. Voilà.